Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Market. Je suis Nicolas Chéron, analyste donc pour la société CMC Market pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le mardi 3 novembre. Aujourd'hui, le titre de cette matinale, c'est Tour d'horizon du Forex. En effet, nous sommes mercredi, nous n'avons pas de statistiques américaines majeures cet après-midi, nous n'avons pas de statistiques européennes d'importance, donc on va manquer potentiellement de catalyseurs, ce qui pourrait signifier que la séance pourrait rester relativement calme sur les indices avec une volatilité relativement faible. Nous allons faire le tour des dernières actualités, ce qu'il se passe dans le monde, les dernières statistiques, les statistiques à venir. Nous allons regarder ensemble quelques titres potentiellement attractifs. En tous les cas, bienvenue à tous pour cette matinale. Comme tous les matins, je vous affiche donc ces avertissements au risque. Vous avez des avertissements concernant le caractère purement informatif de cette vidéo, les CFD, les performances passées. Je vous laisse en prendre note avant de passer à la suite. Alors, comme d'habitude, le sommaire de cette émission, donc présentation de l'émission, je vais peut-être arrêter de le faire. Effectivement, ça fait une semaine qu'on a débuté cette fameuse émission qui s'appelle la matinale de CMC Market. C'est un point de marché qui dure à peu près 30 minutes et qui nous permet de faire un peu le tour du globe en termes de news, de résultats, de décalage, d'annonces, de rumeurs, de fusions, de calendrier économique et de graphiques, que ce soit sur indices, forex, matières premières et taux. Nous allons nous focaliser principalement là où il y a de l'actualité, là où il y a de la volatilité, là où l'analyse technique pourrait nous apporter des informations intéressantes. Et comme d'habitude, tout au long de cette émission, vous pouvez bien évidemment me poser vos questions. Encore des résultats d'entreprise ce jour. AIG, le grand assureur américain, publie un résultat en baisse de 60%, un résultat opérationnel en baisse quant à lui de 40%. Ça vous rappelle un petit peu potentiellement la crise de 2008. Rappelons-nous qu'en 2008, l'État américain avait dû se porter au secours des grands assureurs dont AIG faisait partie. Et le domaine de l'assurance, le secteur de l'assurance n'est pas, je dirais, sous des projecteurs très positifs en ce moment. Quant à AIG, il souffre vraiment d'un recul de son activité. BNP est sorti du capital de Klépierre et a vendu les 6,5% du capital qu'il détenait pour 829 millions d'euros. C'est la raison pour laquelle ce matin le titre Klépierre décale à la baisse de 4% et potentiellement aussi la raison qui fait que Unibail, qui est aussi une entreprise immobilière présente dans le CAC, est sous pression ce matin. Quant à ADP, Aéroport de Paris, eh bien, le chiffre d'affaires a été publié en hausse de 5,3% sur les 9 premiers mois de l'année. Donc ADP est relativement stable, il n'y a pas eu d'effet fort sur le titre. Et sinon, je regarde en parallèle donc les titres du CAC 40. Donc en baisse, on a Unibail qui fait donc moins 1,70. Sinon, on a tout le secteur auto avec Peugeot, Valeo et Renault qui sont sous pression à moins 1,50. Technip reprend un petit peu de couleur après avoir été sous pression hier et c'est Danone qui a la tête du CAC 40. Alors, information du jour, Tokyo est fermé pour Journée de la Culture. Porsche et Audi pourraient être concernés par le scandale du diesel, alors Porsche un peu moins, parce que je ne sais pas si vous imaginez une Porsche qui est au diesel, il n'y en a pas beaucoup, je crois même pas que ça existe. Donc Porsche peut concerner, mais quand même entaché par le Dieselgate. Amundi, société de gestion détenue à 20% par la Société Générale et 75% par le Crédit Agricole, est la plus grosse introduction boursière de l'année avec 8 milliards. Donc elle va peser 8 milliards en bourse. La société Amundi gère pas loin de 1000 milliards d'actifs sur les marchés.
Enfin, Activision, grand spécialiste du jeu vidéo américain, rachète Candy Crush pour pas loin de 6 milliards. C'est une belle opération pour cette équipe qui avait monté un jeu sur l'iPhone qui a été plébiscité, un véritable succès. Je crois que ça fait bientôt 2 ans que cette société a lancé ce jeu et que ça a été un carton planétaire. Au niveau des statistiques, hier, vous aurez pu constater la publication des PMI européens. Tous les PMI sont ressortis supérieurs aux attentes, sauf la France et l'Espagne. La moyenne européenne, en tous les cas, fait mieux que le consensus. Donc, on est toujours dans un processus de lente et modérée reprise en Europe. La livre hier a touché le seuil des 1,55, une résistance clé. En fait, elle est vivement montée vers 1,55 grâce à la publication d'un PMI manufacturing supérieur aux attentes, voire même bien supérieur aux attentes. Ça a ravivé en fait les velléités haussières concernant une possible hausse de taux en Grande-Bretagne. Alors je vous rappelle qu'il y a des cycles monétaires. Il y a des banques centrales qui font du quantitative easing et qui vont avoir tendance à faire pression sur leur monnaie, et il y en a d'autres dont l'économie se reprend potentiellement qui pourraient entamer un durcissement monétaire. La banque centrale américaine, donc la Fed, et la banque centrale anglaise, la BOE, ces deux banques centrales ont dit que, étant donné les chiffres d'activité et de chômage de ces derniers trimestres, il se pourrait qu'ils remontent les taux. Ce qu'il y a, c'est qu'en Angleterre, ils ont dit on laisse les Américains faire et on leur emboîtera le pas. Donc la BOE attend potentiellement que la Fed monte ses taux en début 2016 pour potentiellement la suivre. En tous les cas, on le regardera graphiquement, mais à 1,55, on a une très belle barrière sur la livre. Tant qu'elle fait résistance, c'est vraiment un seuil clé bien protégé par les vendeurs. Si ça devait casser, alors ce serait un signal potentiellement fort. On a eu aussi hier après-midi la publication de l'ISM en ligne aux États-Unis. Et puis cette nuit, à 4 heures du matin, il y avait les taux australien, donc la RBA, la Royal Bank of Australia, n'a pas baissé ses taux, elle a écarté la baisse de taux et cela a donné un impact positif sur la paire qui a repris, je crois, 80 à 100 points, et ça a engendré aussi un beau retournement sur la paire AUD-NZD. Donc c'est le dollar australien contre le dollar néo-zélandais. On en parlera dans quelques instants. Ce jour, qu'avons-nous comme chiffre économique? À 10h30, nous avons une statistique encore pour la livre. Et donc le PMI construction. À 16h, commande industrielle américaine avec une faible importance. Discours de Draghi à 20h. Et les chiffres de l'emploi de Nouvelle-Zélande à 22h45. Voilà, donc il y a des chiffres un petit peu pour toutes les zones, ce ne sont pas des chiffres majeurs, il n'y a pas de catalyseur vraiment de très forte importance ce jour sur les marchés, et c'est la raison pour laquelle je vous disais qu'il pourrait y avoir peut-être un manque de volatilité. Néanmoins, il y a des décalages et on va regarder ça ensemble dans quelques instants. Alors, on va commencer par les actions. Il y a une action aujourd'hui qui s'envole de 15%, c'est Areva, suite à la prise de participation de CNNC, donc entreprise chinoise à son capital. Voilà, donc là, il y a du mouvement capitalistique sur Areva, ça engendre des spéculations. On avait déjà vu qu'une oblique baissière en vue... alors ici, c'est un graphique hebdomadaire. Hein. On avait vu qu'une oblique baissière passait par tous les plus bas et qu'à chaque fois qu'Areva la frôlait, il y avait une réaction des cours. Là, pour une fois, c'est un peu plus soutenu par une actualité, une prise de participation et en plus de ça, des volumes. Donc c'est intéressant à surveiller. Autre titre qui se réveille, c'est Selectis, société pharmaceutique. Le cours vient de passer de 20 à 30 en 3-4 semaines. En effet, hier, le NBI, l'indice des biotech aux États-Unis,
a pris 2%. Il semblerait que les investisseurs soient un peu de retour sur ce marché qui avait connu une très forte consolidation de 30% ces dernières semaines. Donc là, on a des spéculations, des retours d'investisseurs sur des dossiers du type Selectis, du type AB Science. Je voulais vous montrer un petit peu ce qu'il en est du titre Selectis en données hebdomadaires pour que vous puissiez vous rendre compte de l'importance des 30 euros qui ont bloqué au mois d'août et au mois de septembre et de ce canal dont la borne haute passe vers 31. Donc là, on arrive dans une zone de turbulence. Si c'est passé, la résistance, ce sont les plus hauts historiques à 40. Autre titre qui se reprend proprement, je dirais, puissamment, c'est Solocal. Donc Solocal dont le titre a été regroupé par 30, l'action était autour de 0,28 centimes, depuis une semaine elle cote autour des 8 euros. Le titre était revenu sur les 7,30, alors ce qu'il est amusant de remarquer, c'est à quel point le titre n'a pas rebondi n'importe où. Le seuil des 7,30, c'est un seuil qui avait déjà été travaillé à de nombreuses reprises. C'était le seuil d'un plus haut en clôture le 28 septembre quand le titre avait commencé à essayer de se retourner. C'est aussi le seuil d'un gap ouvert le 6 octobre. On est revenu pile poil se poser dessus et là on est reparti avec volume et accélération. Hier le titre a fait plus 15, aujourd'hui il est encore en hausse de plus 9. Il y a un gap haussier ce jour, ce qui montre une présence forte des acheteurs et ce gap haussier n'est pas fait n'importe où. Il permet au cours de tenter de franchir une oblique baissière qui bloque l'ascension du titre depuis 3 mois. Donc rien n'est fait, hein. Il faudra attendre la clôture. Si ce soir par exemple on devait clôturer, on devait fermer le gap et revenir vers 8,50, ce serait vraiment pas une belle réaction des cours et donc les vendeurs auraient remis le couvercle si je puis dire. Si on arrive à confirmer cette rupture de tendance baissière, alors c'est que quelque chose a changé, la perception des opérateurs en tous les cas. Donc arrive à Selectis Solocal. Après, je regardais Technicolor tout à l'heure. Donc Technicolor, dans une tendance haussière matérialisée par une oblique. Les acheteurs, à chaque fois qu'on est proche de l'oblique, se présentent. Je mettais en avant ce matin sur Twitter cette fameuse résistance à 6,65 sur le titre qui fait résistance ce matin. Et donc même s'il y a une belle tendance haussière de moyen terme, là on est sous un seuil clé. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ce matin en faisant un petit tour de mes graphiques? Mersenne, ça c'est un titre qui avait vraiment été vendu suite à l'annonce des résultats. Air France continue de remonter, il faudra voir si elle arrive à passer les 7 euros. En tous les cas, la zone des 7 euros est très bien défendue, donc il faudra voir également si les vendeurs ne s'y représentent pas. Technip un petit peu soutenu par la bonne tenue des cours du pétrole. Je vous montrerai un graphique hebdomadaire de Technip pour que vous voyez un peu sur 1 an et demi comment le titre a évolué. On a ici 3 vagues baissières du cours Technip. On a une belle réaction des cours dans la zone des 45 euros. Là, vous voyez à quel point Technip est bloqué depuis 4 semaines d'affilée sous la MM20 hebdomadaire. Donc si on arrivait à dépasser cette zone des 48, 80, 49 sur Technip et clôturer au-dessus de ça en données hebdomadaires, ça pourrait donner du mou au titre qui pourrait tenter de rebondir à l'intérieur de son canal baissier de moyen terme. Voilà. Avec des résistances à 53, 55 et 60 euros. Quoi d'autre dans les actions? Clépierre, on en parlait ce matin, donc c'est la sortie de... Qui est sorti de Clépierre déjà? On va... BNP, je voulais être sûr. Donc BNP est sorti de Clépierre, c'est ce qui a engendré un gap baissier du titre. Alors vous voyez par contre on a un gap baissier et depuis l'ouverture, les acheteurs ont pris la main et le titre remonte un petit peu. Si on a un gap baissier sur une valeur, c'est un premier critère négatif. Par contre, si ce gap baissier est directement payé par les opérateurs, comme un petit peu hier. Hier, on a gapé à la baisse à 4850 points, pile poil sur le support journalier, et hop, les acheteurs se sont présentés. Ça, c'est quand même un signe positif. Voilà. Et ça vient un petit peu contrebalancer le fait qu'on ait un gap baissier, ce qui à la base n'est pas forcément très bon. Quelqu'un me demandait ce que je pensais de Zodiac
Alors, sur Twitter, je n'en pense rien, mais je l'analyse. Zodiac était factuellement dans un trend haussier de long terme depuis 4 ans, matérialisé par une belle oblique de soutien qui passait par tous les plus bas. Testé en 2011, testé en 2014, testé en 2015, avant que cette oblique de hausse soit cassée par des résultats publiés, c'était mi-septembre. On avait eu un gap baissier. Suite à la forte baisse du titre, le titre a perdu près de 30%. On est revenu sur le sol psychologique des 20 et on est rebondi. Là, on va faire face par contre à des résistances coriaces, 24,50 les plus bas du mois d'août, et au-dessus de ça, les 25,80, 26 euros. Ça correspond à un niveau horizontal des cours, ça correspond à l'oblique haussière qui passait par tous les plus bas et à la MM20 hebdomadaire. Voilà. Donc, certes, il y a eu un beau rebond des cours ces dernières semaines, mais mis en perspective du moyen long terme, j'ai l'impression, quelque chose qui a été cassé sur ce titre. En tous les cas, ça se voit. De quoi peut-on parler aussi sur Action? Du secteur automobile qui est sous pression aujourd'hui. C'est une correction légitime. Alors, Renault, c'est le reflet du secteur automobile, si vous voulez. C'est une très forte hausse des cours au premier semestre 2015, une consolidation tout aussi forte à la fin de l'été, début septembre. Renault est revenu à 60 sur son oblique haussière de long terme que vous voyez ici, passé par les plus bas de 4 ans, et a repris pas moins de 50% en 5 semaines. Voilà. Donc après, vous en faites l'idée que vous le souhaitez. Une performance de 50% en 5 semaines, c'est énorme. Surtout pour une action du CAC. Donc ce que je me suis entaché à mettre en exergue ces dernières séances, c'est que oui, on avait eu un beau rebond, oui, c'est puissant, oui, c'est haussier, oui, le secteur automobile est recherché, mais 88-90, ici, c'est une résistance majeure, délimitée au premier semestre, qui pouvait faire résistance et qui a fait résistance et qui fera potentiellement résistance, puisque les cours viennent de prendre 50% en ligne droite et qu'ils n'arrivent pas à passer. On va passer rapidement sur les indices, mais les indices, j'en pense pas moins qu'hier, enfin pas plus. Les indices boursiers sont relativement calmes ce jour, faible volatilité, baisse des volumes depuis quelques séances. Le Nikkei comme le CAC sont depuis maintenant 8 séances dans des ranges très propres, 4840 support, 4940-50 résistance. Les traders de range se font plaisir, les traders de breakout attendent une cassure claire d'un de ces seuils. Comme je vous l'ai expliqué dès hier, le début de la semaine, on avait des raisons de réagir favorablement sur support, ce qui s'est passé hier, et de rejoindre la résistance, et que cette dernière bloque. On n'a pas de catalyseur, de raison fondamentale aujourd'hui, ni demain, mais peut-être vendredi, avec le chômage mensuel. Peut-être qu'on aura alors la raison de sortir de ce range de court terme. Vous pouvez voir donc que ce range est aussi très bien établi sur l'Eurostoxx. L'Eurostoxx, donc c'est la MM100 qui fait support à 3380 et vous voyez qu'en résistance 3450 est d'une propreté parfaite, testé 3 fois ces 8 dernières séances. Il y a un autre indice sur lequel le range est très propre, c'est le Nikkei. Par contre, le Nikkei fait des petites mèches hautes et basses. Il y a un des deux camps qui essaye de gagner, mais la balle reste au centre. On attend un catalyseur. Donc voilà, on a parlé des actions et de leur décalage. On a parlé des indices. Sur les matières premières, je vous parle principalement de 3 matières premières ces dernières séances. Parfois, je vous parlerai des matières premières agricoles ou de métaux un peu particuliers. Je vais m'entacher là à vous parler du gaz naturel dont il faudra surveiller les stocks jeudi. Le gaz naturel est en effet sur un seuil de très long terme et tente d'y réagir favorablement. Deuxième actif qui m'intéresse en surveillance, c'est le pétrole WTI. Le pétrole WTI, on aura les stocks qui seront publiés comme toutes les semaines demain, mercredi à 16h30. Si les stocks a priori sont inférieurs aux attentes, alors tout comme la semaine dernière, on pourrait avoir un décalage haussier, une cassure de la MM20 et des 46,50, ce qui ouvrirait la voie à un retour vers les $50. A contrario, on resterait sous pression avec des cours sous ce seuil et potentiellement un retour vers les supports. Donc que ce soit sur le WTI ou le gaz, les 2 séances à venir seront d'importance avec la publication des stocks. Troisième actif dont j'ai pris l'habitude de vous parler le matin dans cette émission, c'est l'or que vous êtes nombreux à trader.
Donc l'or s'est replié ces dernières séances à cause de la hausse du dollar. Je souhaitais juste mettre en avant le fait que on a une belle oblique de soutien qui passe sur l'or à 1125 dollars. On verra si les cours y réagissent ou non. Dernière classe d'actifs que je souhaitais passer en revue ce matin, c'était les devises, comme promis dans le titre de cette émission. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois. Alors, Axel, je pense, m'envoie des Cayenne diesel en lien. Donc oui, effectivement, il y a des versions diesel en 300 chevaux sur Cayenne et Panamera. Mais je pense pas que ça doit représenter une forte partie de leur chiffre d'affaires. Discours de Mario Draghi ce soir à 20h, oui, donc il faut faire attention. Après, bon, les directeurs de banque centrale évitent quand même de sortir de leur rhétorique habituelle pendant des discours autres que ceux de la banque centrale. Francis Descaires me dit, pourriez faire un petit point sur le DAX. Ah oui, alors je vais passer sur le DAX car je sais que c'est un indice que vous aimez bien. Mais si vous voulez, en ayant parlé du Nikkei, de l'Eurostoxx et du CAC, le DAX, je vous en ai déjà plus ou moins parlé. Le DAX est... Alors vous avez raison de me le demander, c'est pour ça que je le passe en vue. Il est un petit peu plus bullish, un petit peu plus haussier que ses compères, c'est-à-dire qu'au lieu d'être dans un range, il est dans une sorte de canal ascendant, avec des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. On pourrait ici tracer un mini canal en données 4 heures, que voici. Et donc on a ici à 11 020 une résistance. Et puis, au-dessus de ça, en données journalières, on a la zone ici des 11 070, 11 100, qui est vraiment une zone de moyen terme d'importance. Voilà. Donc, court terme, les 11 020, et moyen long terme, 11 100. C'est un gros morceau, ça correspond à une oblique baissière qui passe par tous les plus hauts depuis des mois, et la MM200. 200 séances. Voilà. Daniel me dit, concernant Renault, ils ont repris 50%, oui, mais ils avaient chuté d'une manière anormale suite au scandale de Volkswagen. Alors Daniel, c'est vous qui considérez que la chute était anormale suite au scandale de Volkswagen. Je vous pose la question, trouvez-vous normal qu'une société comme Renault, qui vend des voitures et dont le chiffre d'affaires ne varie rarement de plus de 5 à 10% par an, trouvez-vous légitime que ce titre, en début d'année, soit passé de pas loin de 50-55 en fin d'année 2014 à 100 en début 2015? En quoi est-ce que une hausse de 5 à 7% des immatriculations en Europe sur cette période a justifié le fait que Renault double? Voilà. Donc je pense que le mouvement baissier était à la hauteur du mouvement haussier, c'est-à-dire violent et volatile. Et je pense que ces mouvements de prix plus violents et plus volatiles que d'habitude sont engendrés par par le stress du marché, par son indécision et par l'effet banque centrale sur les marchés. Les banques centrales, notamment le lancement du banque centrale de la BCE, a entraîné une hausse historique et anormalement élevée des actions au premier semestre 2015. La baisse n'a été que le logique contre-coup. Gardez en tête que sur les actions, dans 99% des cas, les excès haussiers sont corrigés par des excès baissiers. Voilà. On arrive donc sur le Forex. Alors, sur le Forex, la news du jour, c'est l'AUD. C'est une non-baisse de taux de la part de la Banque centrale. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas les baisser plus tard, mais au moins à court terme, le fait de ne pas baisser les taux, ça a permis à l'AUD de reprendre un petit peu de hauteur, 50-60 points. On voit que les vendeurs se présentent directement à 0,72, donc c'est pas non plus super bullish. Néanmoins, ça a permis un décalage un peu plus important sur une paire que j'affectionne et dont j'ai parlé hier sur BFM, c'est l'AUD-NZD. Donc ici, vous avez la parfaite représentation de ce que peuvent faire deux paires de devises en fonction de la rhétorique de leur banque centrale. Je m'explique. La Banque centrale d'Australie et la Banque centrale de Nouvelle-Zélande, c'est deux banques centrales qui fonctionnent plus ou moins de pair.
Quand la Chine ralentit, eh bien ces pays-là vont tendance à avoir une activité en baisse et vont avoir des statistiques en baisse et des monnaies en baisse et vont même parfois rentrer dans des cycles baissiers de taux. C'est ce qui s'était passé sur l'AUD l'année dernière et c'est ce qui avait fait baisser l'AUD contre le NZD. Ensuite, à partir du mois d'avril, les chiffres en Australie se sont améliorés et l'Australie a dit qu'elle arrêtait de baisser ses taux. Et à ce moment-là, les chiffres néo-zélandais étaient un peu moins bons. Donc on avait l'AUD qui était remonté contre le NZD pendant 4 mois. Qu'est-ce qui s'était passé ensuite en juillet pour que les cours latéralisent? Eh bien, les politiques de ces deux banques se sont neutralisées, c'est-à-dire qu'elles ont toutes les deux dit la même chose. Elles ont toutes les deux dit qu'elles vérifieraient que leurs chiffres économiques s'améliorent bien, sinon elles repasseraient à des baisses de taux. Les chiffres économiques sont sortis plus ou moins en ligne avec les attentes et stables, et donc ça a créé un range sur la paire AUD contre NZD. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé à partir de septembre? Le NZD s'est raffermi, l'AUD au contraire a été sous pression à cause de rumeurs sur des baisses de taux, et on a eu un mouvement baissier naturel des cours qui s'est mis en place. Je trouve que cette paire AUD-NZD est l'exemple le plus parlant de la représentation des rhétoriques des banques centrales. C'est un bon moyen de s'entraîner quand on est débutant, en tous les cas, de bien comprendre comment cela fonctionne. Ce que l'on peut constater suite à la réaction haussière de l'AUD cette nuit, c'est qu'on est revenu sur la borne haute du canal baissier, mais on ne l'a pas cassé. Donc ici, il y a des velléités haussières, mais il n'y a pas de signal haussier de retournement. Il faudra que les cours s'affranchissent du canal baissier et clôturent au-dessus des 1,07, soit les plus hauts des dernières séances, pour montrer que les acheteurs prennent bel et bien la main et qu'il y a un changement de rythme sur cette paire. N'oubliez pas que une paire a beaucoup de mal, un actif en général a beaucoup de mal à passer de haussier à baissier ou de baissier à haussier. Il y a une phase neutre souvent entre les deux qui se met en place. Je veux dire par là que si on sort de ce canal baissier par le haut, on n'est pas obligé d'exploser à la hausse, on pourrait tout simplement latéraliser et neutraliser la baisse. Voilà. Autre paire dont on parle pas mal ces derniers jours, c'est l'USD contre la lire turque. Donc il y a eu des élections en Turquie, l'élection de Erdogan. L'élection amène de la stabilité politique potentielle et c'est ce qui a entraîné le rebond de la lire en ce début de semaine. Voilà. Maintenant, le pays va faire face à ces défis avec les vagues de migrants, avec les chiffres économiques, avec le programme de sa banque centrale, avec les soucis politiques avec les Kurdes. Et en fonction de ces développements-là, si c'est positif, la paire USD-TRI aura tendance à baisser et le TRI, donc la lire, à reprendre du poil de la bête. Au contraire, si la situation s'envenime de nouveau, la paire pourrait réintégrer son canal haussier et sa tendance haussière de long terme. N'oublions pas à quel point cette tendance a été puissante. Autre paire intéressante à surveiller, c'est le GBP-NZD qui est dans un range depuis maintenant 15 jours. Il y a une tendance moyen terme de fond haussière. Il y a eu une consolidation vers le seuil des 50% de retracement de ce beau mouvement haussier qui a eu lieu entre avril et septembre. On est dans un range, les développements économiques feront le reste, mais j'aime à penser que si dans une minute le chiffre anglais est supérieur aux attentes et bon et booste la livre, eh bien la livre pourrait tenter de monter contre le dollar et elle pourrait tenter de monter contre le NZD. Vous voyez une petite pop-up qui vient de s'ouvrir sur ma plateforme. En fait, j'avais mis une alerte sur mon calendrier économique pour les chiffres de la livre de demain. Et vous voyez que j'ai un timer qui vient de s'ouvrir, qui me donne le temps avant la statistique, la prévision, le précédent, le fort impact de ce chiffre. Donc ça, c'est un des avantages de ce calendrier économique que vous voyez ici sur la gauche de mon écran avec toutes les statistiques. Quoi d'autre sur les paires du Forex? Je voulais vous montrer l'USD CAD à long terme en données mensuelles. Donc l'USD CAD est une paire qui est haussière depuis maintenant 3 ans. Il y a plusieurs raisons qui font que le dollar américain est monté contre le dollar canadien. La première raison, c'est que l'économie des États-Unis va mieux que l'économie du Canada au sens PIB.
Les taux aux États-Unis sont susceptibles d'être montés alors qu'au Canada ils sont susceptibles d'être baissés. Et puis le dollar canadien a une très forte corrélation au pétrole qui s'est effondré de 50% en un an. Tout cela a fait que le dollar est monté, que le dollar canadien est baissé. Ça a donc créé une belle tendance haussière depuis 2-3 ans sur la paire USD CAD. Néanmoins, ce que je voulais vous montrer, c'était une zone historique de prix atteinte par les cours à 1,34. C'est une résistance qui a fait son travail en 1993, 94, 95, 96, qui a été très travaillée en 2002-2003 et sur laquelle nous sommes en train de revenir 20 ans plus tard. Il ne faut pas prendre ce genre de résistance à la légère. Je vous dis cela parce que lorsque la paire USD-CAD a dépassé les 1,30, soit ses plus hauts de 2008, nombreux analystes et économistes sont passés très fortement haussiers sur cette paire. Il ne faut pas oublier l'autre scénario qui voudrait que la paire soit montée pendant 4 ans en ligne droite, qu'elle ait atteint de nouveau cette fameuse zone des 1,30, 1,32, 33. On n'est pas à 100 points près quand on parle de long terme. Et que si les Américains ne montaient pas leur taux autant qu'ils le disent ou que le pétrole rebondissait, eh bien cette paire-là pourrait arrêter de monter. Voilà. Simple constat et graphique donc à garder en tête en données mensuelles. Qu'ai-je d'autre dans ma besace? La paire USD-Yen, toujours aussi neutre, signe... alors toujours aussi neutre, mais au-dessus de sa MM20 et de sa MM250. Alors pourquoi je vous dis MM250? Vous avez peut-être jamais entendu parler de ça. Parce que des fois, il convient d'aller chercher une moyenne mobile qui colle au cours plus qu'une autre. On parle souvent des moyennes utilisées dans les banques ou les sociétés d'analyse technique qui sont les moyennes mobiles à 20, 50 et 100 séances. Ici, je vous invite à regarder ce que donne la moyenne à 250 séances. Elle a fait soutien en fait à la mi-2014 et c'est ce qui m'a intéressé. Elle a été testée à 4 reprises et 4 fois elle a permis au cours de repartir. Et ce que j'ai remarqué, c'est que depuis 2 mois, eh bien, on s'accroche tant bien que mal à cette moyenne mobile. On était venu clôturer dessus à de nombreuses reprises. C'était fait une petite frayeur avant de revenir la gagner. Et donc, tant qu'on vivote autour de MM 250 sur l'USD Yen, pour moi, c'est que les marchés, on va dire, sont... quel est le mot? Confiants, complaisants, voilà. Donc tant qu'on reste accroché autour de cette moyenne mobile, on est complaisant. On a un dollar qui reste fort et un yen qui reste délaissé. À moyen terme, pour qu'on sorte du range en fait 118,50, 122 sur l'USD yen, il faudrait soit un fort décalage baissier sur les indices, ce qui nous donnerait une sortie par le bas du range, comme on a pu le voir à la fin août, soit potentiellement un très fort appétit pour le risque, et donc peut-être le ralliement des plus hauts historiques sur les indices US, qui permettrait à l'USD Yen de suivre cela, ou bien un nouveau programme de quantitative easing de la part du Japon, du moins une augmentation du programme actuel, et ça ferait une forte pression sur le yen comme ça a pu le faire par le passé, et potentiellement on aurait une sortie, une éjection haussière sur la paire USD yen. En tous les cas, il faut avoir une sacrée patience pour trader cette chose-là. Dans le fond du panier, on voit le NZD qui consolide à plat dans un range. On voit la livre... la livre est neutre à moyen terme. Vous voyez depuis 5 mois qu'elle est entre 1,55 et 1,58, 1,51 et 1,58, excusez-moi. Et à 1,55, on a vraiment une résistance claire comme de l'eau de roche, très très réactive. Donc vous pouvez garder cela en tête. Bon, eh bien écoutez, c'est parfait. Je pense qu'on a fait un bon petit tour du Forex pour ce matin, tout en parlant des autres actualités du jour. J'espère que ce format de 30-35 minutes avec quelques réponses à vos questions vous plaît. N'hésitez pas à faire connaître cette émission, que ce soit sur Twitter, que ce soit à vos amis, sur les forums boursiers, etc. Je vous remercie à tous pour votre attention et votre participation. Je vais mettre de ce pas la vidéo sur YouTube. Elle le sera, je pense, en début d'après-midi. Et puis je vous souhaite une très très bonne séance de trading et je vous retrouve demain matin pour la matinale.